Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et qui dit fin d'année dit forcément top film de fin d'année. C'est la tradition depuis, c'est la 3e fois qu'on le fait sur la chaîne. Et aujourd'hui je reçois ma sœur avec moi, Léa. Bonjour. Hello guys. Bienvenue, qui va elle aussi nous parler des films qu'elle a beaucoup aimé cette année. Bien évidemment. Je tiens à préciser, il n'y aura pas de flop film parce qu'il y a plein de films qu'on n'a pas aimé aussi cette année. Mais forcément vu qu'on n'a pas aimé, on n'a pas envie d'en parler, donc on va parler que des bonnes choses, que des ondes positives par ici. Donc moi je vais vous donner mon top 10 du film que j'ai le moins aimé au film que j'ai le plus aimé. Et dès que après, entre chaque film, Léa dira un des films qu'elle a aimé, mais il n'y a pas d'ordre. Elle a juste sélectionné 10 films, il n'y a pas d'ordre, c'est pas grave. Mais j'ai pas fait chier moi, personnellement. J'ai vu à peu près 70 films de cette année, dont une quarantaine en salle. Ça a été quand même... Voilà, une grosse année et il y a eu de très belles choses. Donc autant dire que faire le top des 10 films de l'année, ça a été assez compliqué. Là il y a 6 films qui étaient à deux doigts que j'avais envie de mettre dans le top, mais il n'y avait pas la place. Donc on va essayer de pas perdre trop de temps et d'en parler assez rapidement. Premier film qui est en dehors du top, Top Gun Maverick, parce que ça a été une des plus belles surprises de l'année au niveau Hollywood. Même un film qui est ressorti du lot comme un bon gros film de cinéma, plein d'action, c'était impressionnant, c'était vraiment... à voir complètement en salle et très bonne expérience. Ensuite il y a Scream, autrement dit Scream 5, parce que je suis fan de la saga Scream et même si c'est pas le meilleur volet de la saga, c'était vraiment un plaisir de retrouver cet univers au cinéma. J'ai un peu peur pour le 6, mais en tout cas le 5 était très bien. On a Spencer aussi, qui est un film qui est sorti en début d'année assez anonymement sur Prime Video, qui est sur la princesse Diana. C'est un vraiment super film, la performance de Kristen Stewart est incroyable, c'est un film très atmosphérique, très lent, mais qui parle vraiment de solitude, c'est génial. On a Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, parce qu'il me fallait absolument pour moi mettre un film d'animation dans ce top. C'était vraiment un super film. Ce qui est marrant c'est que moi je suis allée voir ça et toi t'es allée voir Novembre en même temps. Ouais. Vraiment deux salles, deux ambiances. Et donc voilà, c'était vraiment un film bonbon, c'était une petite dose de bonheur, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite on a Elvis parce que le nouveau film de Baz Luhrmann, Léa n'a pas aimé Elvis, donc voilà, elle est vraiment deux avis différents. C'est pas que j'ai... Mais voilà, moi j'adore la réalisation de Baz Luhrmann, c'est vraiment un réalisateur que j'adore, je trouve ça complètement virtuose, même si je suis pas fan de biopic à la base, et je suis pas fan non plus d'Elvis Presley, mais j'ai passé un super moment vraiment, et retrouver Baz Luhrmann au cinéma c'était quand même un grand plaisir. Donc dernier film qui nous reste, qui est hors du top, et lui j'ai longtemps hésité avec la 10ème place vraiment, c'est After Blue Paradisal de Bertrand Mandico. Bertrand Mandico c'est un réalisateur que j'adore, j'avais adoré Les Garçons Sauvages, mais j'ai beaucoup plus aimé encore After Blue. Je trouve qu'il se perfectionne vraiment dans sa réalisation, c'est trop beau. Et puis il y a vraiment ces côtés western, et c'est un cinéma qui est très particulier, mais j'ai vraiment adoré After Blue. C'est pas pour tous les publics, vraiment, c'est très particulier comme cinéma, mais je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, à aller voir ça. Donc on va commencer le top. Oui, j'ai enlevé mon pull parce qu'il fait beaucoup trop chaud, on est en hiver, le réchauffement climatique. Et donc on va commencer avec, en 10ème position, le seul film qu'on a en commun du top d'ailleurs, je tiens à le dire. Oui. En 10ème position, Annie Colère de Blandine Lenoir. Les filles, elles ont besoin de moi, on est en train de gagner là, tu te rends compte de ça? Nous, on n'a pas besoin de toi, nous. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. C'est un film qu'on a tous les deux vu au festival du film francophone d'Angoulême, parce qu'on y va chaque année. Il y a beaucoup de films dans ce top qui sont sortis du festival d'Angoulême. Ouais. Et je pense qu'on a vraiment... Enfin c'est un film donc du coup sur l'avortement qui se passe avant donc la loi Veil, et sur cette femme qui est jouée par Laure Calamy et qui va à la suite d'un avortement s'engager dans tout ce système d'avortement illégal, s'engager pour faire exister tout simplement la loi Veil. Il y a beaucoup de similarités entre ce film là et L'Événement qui était sorti l'année dernière, qui était aussi un film sur l'avortement, mais la grosse différence c'est que moi j'ai trouvé que c'était vraiment un film déjà qui était drôle, il y a énormément d'humour. Et c'est surtout que c'est un film très positif. Enfin, on en ressort, on a le sourire, parce que forcément positif, parce que c'est même pas un spoiler de dire qu'à la fin, la loi Veil, on sait tout ce qu'elle est passée en France. Laure Calamy est excellente dedans. Enfin, c'est vraiment, je pense, un de ses meilleurs. Cette année, elle a été brillante comédienne, mais je pense que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles
de peut-être toute sa carrière. C'est aussi forcément important de parler d'avortement en 2022 avec ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Donc le film a vraiment des résonances maintenant. Et moi je l'ai trouvé très très beau. Aussi parce qu'il y a tout ce truc de sororité entre les femmes dans le film. C'est vraiment un grand axe du film. Et forcément c'est un film très féministe. Hein. Non, c'est vrai que c'est un très beau film. Moi, Laure Calamy, je l'ai connue déjà il y a plusieurs années. Peut-être que certains l'ont vu, Antoinette dans Les Cévennes, pour laquelle elle avait reçu d'ailleurs un César de la meilleure actrice. Et c'était vraiment mérité pour le coup. Et plus mérité dans La Mamie Colère. C'est vrai que c'est un film qui parle d'un sujet qui, en 2022, fait toujours polémique. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça a posé beaucoup de questionnements de cette année. Elle amène ce sujet-là, Laure, avec une certaine subtilité, une certaine humour sur un sujet qui ne l'est pas, et je pense que c'est... L'humour fait du bien. Et puis quand même se dire moi je trouve qu'une des plus belles scènes qu'on a eues au cinéma cette année, ce soit une scène d'avortement justement, parce que c'est la scène où elle avorte, où il y a la chanson. C'est tellement une belle scène. C'est vraiment... Annie Colère. Il est peut-être encore au cinéma dans certains cinémas parce qu'il est pas sorti il y a très longtemps. Il est pas sorti il y a très longtemps. Donc voilà, si jamais il est encore près de chez vous, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup. On passe à la 9ème position de ce top avec en 9ème position RRR de Sri Seyasri Rajamouli. C'est vrai que je n'ai jamais vu de film indien et encore moins de film de Bollywood, et c'est vrai qu'on arrive avec pas mal de clichés sur les films indiens. C'est vraiment un blockbuster déjà, ça met complètement à l'amende tout ce qui a été fait de Marvel. J'adore Marvel hein. Et en termes d'action, et vraiment je m'attendais pas, RRR a été une énorme surprise. C'est un film qui a fait énormément de bruit à la fois aux États-Unis et aussi en Europe, et c'est rare qu'un film de Bollywood fasse autant de bruit. Mais c'est vraiment un film dont l'histoire, qui a quand même certains aspects clichés qu'on peut avoir de Bollywood, l'histoire est vraiment géniale. C'est vraiment l'histoire de deux personnes, de gars qui sont vraiment amis, c'est des bros. Voilà, c'est des bros. Dédicace à Tom. Dédicace à Tom. L'histoire est vraiment très touchante et l'action est absolument folle. Enfin, il y a des moments d'action qui sont à la fois improbables et en même temps... Tu te dis mais quoi? Et c'est vraiment impressionnant, et les effets spéciaux pareil, c'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie, et je m'attendais jamais à passer un aussi bon moment devant un film de Bollywood. Donc vraiment je sais que c'est pas un film qui peut donner envie, il peut y avoir énormément de réticence, le fait qu'il dure 3 heures, que voilà ce soit un film indien, de Bollywood, etc. Mais croyez-le ou non, si vous êtes curieux, je pense que vous allez passer un excellent moment, et ça met clairement à l'amende la plupart des blockbusters hollywoodiens qui sont sortis des 10 dernières années en termes d'action. C'est vraiment impressionnant. Plus qu'un coup de cœur, ça a été une surprise, et je suis content, mine de rien, de mettre un film un peu d'autres horizons dans le top. Donc, en 8ème position de ce top, on a Armageddon Time de James Gray. So I got on a boat and we came over here to America, the land of dreams. You just wanted to be like you. I want you to be a whole lot better than me. Next time those schmucks say anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. James Gray, c'est pas un réalisateur que je connais beaucoup, je dois avouer, j'ai pas vu, j'ai même vu aucun de ses films je crois, mais je l'ai découvert avec Armageddon Time. Et quelle découverte, parce que c'est vraiment un film donc, qui se passe dans les années 80 aux États-Unis. C'est un film qui vraiment fait le portrait d'une Amérique un petit peu malade, où on est vraiment à travers les yeux d'un enfant qui est innocent et qui va se retrouver au milieu d'un monde d'adultes où on nous demande justement de choisir son futur, ce qu'il va devenir, etc. Et lui il est pas du tout dans ça. Je trouve qu'il y a vraiment à la fois une mélancolie, une nostalgie et une vraie douceur dans le film de James Gray. Il y a vraiment des inspirations des 400 coups de Truffaut, ça c'est vraiment la plus grosse inspiration je pense de James Gray pour le film. On suit cette histoire à travers les yeux d'un petit garçon, il a des rêves
rêves en fait qui vont être complètement anéantis par la réalité tout simplement et par ses parents et sa famille. Il est dans un monde d'adultes où personne ne le comprend et la seule personne qui va le comprendre c'est son grand-père qui est joué par Anthony Hopkins. Il est toujours extrêmement touchant et la relation avec son petit-fils ça fait partie des petits moments du film où t'as juste envie de pleurer le moment où ils se font un câlin. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir Armageddon Time, c'est un super moment de douceur. T'as envie de parler d'un film, peut-être que tu veux parler des pires, peut-être. Oh. C'est pas. Oh. Les pires. Qu'on a vu au Festival d'Angoulême aussi, les pires. Ouais. Qui est sorti cette fin d'année, toujours au cinéma, voilà, si vous voulez aller le voir. Faut aller le voir. Ah, donc en gros, allez voir Les Pires au cinéma, c'est un film qui est à la fois drôle, à la fois touchant, il y a il y a de c'est un film sur un tournage, donc il y a vraiment toute cette, moi je trouve dans le film cette réflexion entre justement sur le cinéma, la frontière un petit peu entre le réel et la fiction, parce qu'on dirait limite des fois un film documentaire. Ouais. Et rien que pour ça il vaut le détour. Ouais, donc... Il est pas dans mon top mais il vaut le détour. Allez le voir, il est dans mon top, c'est un bon film. En 7ème position de ce top, on retrouve Nope de Jordan Peele. Yeah, nah. Jordan Peele déjà, allez voir un film de Jordan Peele, enfin c'est le réalisateur de Get Out, de Us, donc c'est vraiment des films que j'ai adoré, donc j'avais très hâte d'aller voir Nope. Pour l'anecdote d'ailleurs, je suis allée une première fois et la séance n'a pas marché, enfin la production ne s'est pas lancée, oui, donc j'ai été obligée d'y retourner après une semaine plus tard pour voir le film, extrêmement rageant, mais bref, c'est impressionnant en termes d'action. On a quand même un climax qui est extrêmement tendu et qui se déroule de jour, c'est quand même assez rare. C'est peut-être moins un film d'horreur que les autres films de Jordan Peele, c'est vraiment un film sur la société et son sujet principal c'est la communauté noire aux États-Unis et là ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il place ses personnages dans le contexte de l'industrie du cinéma. Donc il y a à la fois toute une réflexion sur l'industrie du cinéma, l'industrie d'Hollywood, voilà je peux pas spoiler mais la chose qu'il y a dans le film a une énorme symbolique par rapport à Hollywood qui englobe ses auteurs un petit peu pour les effacer entre guillemets, voilà j'essaie de pas trop spoiler mais ça parle tout simplement de la place des personnes noires à Hollywood et dans l'industrie du cinéma et toute la reconnaissance on ne leur donne pas alors qu'elle devrait être et les thématiques qui sont inhérentes au cinéma de Jordan Peele, on les retrouve vraiment dans tous ses films et c'est pas étonnant. C'est vraiment un film qui m'a fait frissonner, qui m'a fait rire et qui m'a aussi fait pleurer. Il y a tellement de symboliques qui sont cachées, etc. Il y a tellement de choses à comprendre et que j'ai sûrement pas encore compris du film. Enfin, il y a vraiment différentes couches de lecture, donc c'est pour ça que je pense qu'il est hyper intéressant à voir et aussi à revoir. Je l'ai pas encore revu mais je pense que je vais le faire bientôt. Ah mais non écoute, moi films qui font peur je peux pas, regarde on a vu Arthur et Minimoys là, celui qui est sorti là Pas dans le flop film mais autant le dire que Arthur non mais Arthur et Minimoys c'est vraiment de la merde, n'allez pas le voir C'était le pire film de l'année. On va passer, au lieu de parler d'Arthur parce que c'est rappeler des traumatismes, à la 6ème position du top et en 6ème position j'ai mis The Batman de Matt Reeves. What's black and blue and dead all over you? Take it. Matt Reeves, il a été notamment réalisateur de la dernière trilogie La Planète des Singes et je pense que c'est un auteur qui a vraiment de l'avenir et il a vraiment su apporter sa vision à Batman. Je pense que je suis pas fan spécialement du personnage de Batman. Moi par exemple j'aime bien The Dark Knight mais je trouve pas que ça soit un film exceptionnel. J'ai beaucoup plus préféré cette version de Batman qui est très émo, très torturé, joué par un Robert Pattinson qui est brillant tout simplement hein, dans le rôle. On le voit beaucoup plus souvent en Batman qu'en Bruce Wayne.
Il y a vraiment cette espèce de violence viscérale avec le personnage que moi je trouve assez fascinante. La manière dont Matt Reeves a dépeint la ville de Gotham comme un espèce d'égout putréfiant, assez dégueulasse. J'ai vraiment aimé la manière dont il a amené Gotham dans le film. C'est vraiment un Batman aussi qui est enquêteur, il y a tout ce côté enquête, il y a tous ces hommages un peu à la Seven, avec toutes ces influences à la David Fincher que je trouve vraiment passionnantes. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de The Batman, et même visuellement, c'est magnifique, enfin, toutes ces teintes rouges, etc. Tout ce qu'on a dit aussi sur la musique qui est magistrale. Enfin bref, c'est un des plus grands blockbusters pour moi de cette année. Et ouais, enfin, si vous avez l'habitude de toute façon des films de super-héros, je pense que vous l'avez vu, mais ça change. Ça change en tout cas de ce qu'on peut voir d'habitude dans le cinéma de super-héros. Et moi j'ai adoré cette nouvelle proposition, et j'ai hâte que la deuxième partie arrive l'année prochaine ou en 2024, je sais plus, mais voilà, j'ai très hâte. Donc avant qu'on passe à la 5ème position, tu as un film peut-être dont tu veux nous parler, Léa? Oui, un film qui est encore en cinéma que j'ai vu, Mato n'a pas vu, au festival aussi d'Angoulême, du coup encore une fois. C'est un film qui s'appelle Tempête, avec comme acteur principal Pio Marma, il y a aussi Hugo Becker. C'est une histoire sur les courses de chevaux, quoi, grosso modo, avec une fille qui va avoir un accident, et puis voilà, il y a toute une histoire autour. Puis tu vas essayer de surmonter ça du coup pour voilà, non, c'est un film à suspense, c'est un film qui est à la fois drôle et à la fois bouleversant. Moi je pense que c'est un film à aller voir, c'est pas voilà, peut-être un film que tout le monde apprécierait sur le moment, parce qu'il y a quand même un départ qui est long, une histoire qui est long qui est un peu loin, voilà, se mettre en route, mais le film en lui-même reste très sympathique à voir, et voilà, si vous avez la chance de pouvoir aller le voir parce qu'il est encore en salle actuellement, profitez-en, c'est un très bon film, voilà. Donc en 5ème position de ce top, La Nuit du 12 de Dominique Moll. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. C'est un film donc sur une enquête qui part directement en nous disant c'est une enquête mais ça ne sera pas résolu, donc c'est sur une jeune fille qui s'est fait brûler vivante, et c'est un film à la fois oppressant et donc on suit l'enquête tout en sachant très bien l'issue qui est qu'on ne saura jamais qui est le tueur. On va suivre principalement cet enquêteur donc qui va être complètement absorbé par cette affaire qu'il va pas réussir à résoudre. C'est un film qui est évidemment extrêmement féministe, qui est des fois un peu bourrin justement avec son message, mais c'est peut-être aussi ce qu'il faut mine de rien pour faire passer le message. Il y a ce moment du film moi où c'est pas vraiment un spoil, où le policier dit il y a beaucoup de suspects et il dit j'ai l'impression qu'elle a été tuée par tous les hommes. Moi c'est une phrase qui m'a complètement dévasté. Donc voilà, c'est vraiment difficile d'en parler, mais voilà, tout le film s'articule autour de cette enquête et on va te parler de féminicide, des relations qui sont pratiquement impossibles en fait, qui seront toujours conflictuelles peut-être, enfin c'est en tout cas pour moi ce que dit le film entre les hommes et les femmes. C'est assez passionnant, enfin c'est vraiment une expérience qui m'a à la fois oppressée et en même temps ouvert plein de questions sur ces thématiques, donc je vous invite vraiment à aller le voir. J'en parle sûrement très mal, mais c'est vraiment un film en tout cas qui va pas vous laisser indifférent, ça c'est sûr. C'est un thriller déjà qui est français en plus, et il y a aussi d'ailleurs cet acteur principal aussi qui est absolument brillant. C'est un film moi dont j'ai du mal à parler justement, et il m'a fait ressentir beaucoup de choses et je sais pas trop encore mettre des mots sur ce que j'ai ressenti dans le film, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une expérience qu'il faut faire cette année, et c'est un film français en plus, donc vraiment foncez-y, vous allez pas y rester indifférent. En 4ème position de ce top, on a Entre les vagues de Anaïs Volpe. Je pense que tu m'as caché ça. Pleure pas, sinon moi aussi je vais pleurer. Pardon, je voulais pas te faire peur. Je te lâche pas. Je suis là. Regardez ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Des femmes fortes. Une sacrée meute d'Amazones, hein? À
assez particulier quand même parce que c'est un film que j'ai vu en août 2021. Donc même pas au Festival d'Angoulême, mais il est sorti en mars 2022, donc c'est même pas au Festival d'Angoulême de cette année, c'est celui de 2021. Bravo. Donc j'ai attendu longtemps avant d'en parler, je vous jure, et je sais que j'ai envie d'en parler de ce film. C'est aussi un film français, c'est un tout petit film. C'est un film qui parle de l'amitié entre deux jeunes parisiennes qui veulent se lancer dans le théâtre, sauf qu'il y a un événement particulier qui va un peu chambouler tout ça. J'y suis allée avec mon ami Arthur si tu passes par là, voilà, dédicace. Et on a beaucoup pleuré à la fin parce que vraiment ça a été une expérience complète d'émotions. C'est vraiment un film, le thème principal c'est l'amitié tout simplement. C'est vraiment une histoire très très touchante. En plus ça parle aussi donc d'art avec toutes ces histoires de théâtre, etc. Donc forcément moi je fais du théâtre. Donc c'est des thèmes aussi qui me... Enfin Léa aussi fait du théâtre d'ailleurs. Donc c'est des thèmes aussi qui me touchent beaucoup. Et la réalisation aussi d'Anaïs Volpe, c'est un de ses premiers films. Je me demande même si c'est pas son premier film. La réalisation est très proche des visages. C'est un film qui est très intime. On est au plus près des personnages et de cette amitié qui est à la fois conflictuelle et tellement... fusionnelle parce que c'est vraiment deux amies qui sont comme des sœurs quoi, et la complicité d'ailleurs des deux actrices sont brillantes et leur complicité à l'écran c'est un truc complètement dingue à voir. C'est vraiment un film de l'intime mais c'est un des films qui m'a le plus touché de ces dernières années. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous le trouvez. C'est très très court, hein, ça dure 1h20, 1h30 je crois. Petit moment de douceur et de larmes, parce que beaucoup de larmes, mais aussi de rire, parce que le film est très très drôle. Un des meilleurs films de cette année, et c'est encore une fois un film français, comme quoi voilà, le cinéma français, pour moi cette année... Il commence à remonter la pente. Pour moi le cinéma français a vraiment brillé cette année. On n'a pas vu ensemble. Oui. Mais on l'a vu tous les deux, donc le film dont on va parler avant qu'on passe à la première position, qui t'a beaucoup aimé cette année. Ouais, d'ailleurs ça m'impressionne parce que moi je suis pas dans ce genre, c'est pas un genre de film que je regarde de base, c'est Ambulance de Michael Bay. Ouais, du début jusqu'à la fin, je pense qu'il y a pas un moment où on peut s'ennuyer tellement il y a des actions, tous les effets spéciaux et même l'histoire en elle-même est tellement bien construite et la manière dont c'est mis en scène est tellement bien faite qu'il n'y a pas un moment de film où on n'est pas en tension. Il y a ce truc où il n'y a jamais un plan qui dure plus de 2 secondes dans le film. Non, c'est très impressionnant. C'est hyper cuté. C'est impressionnant. Et ça donne un rythme et une frénésie au film que je trouve incroyable. C'est un parti pris qui a vraiment pas plu à tout le monde, le film a beaucoup divisé. En tout cas, si vous voulez le voir, moi personnellement je l'ai vu sur Canal+, j'ai réussi à le trouver pour ceux qui l'ont, puis après sinon... Faites comme mon frère, 3 DVD achetés à 20€, puis voilà, vous l'achetez. Je fais tellement souvent ça, je me ruine. Donc, en 3ème position de ce top, nous retrouvons Everything Everywhere All at Once des frères Daniels. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. C'est un film complètement fou. On parle beaucoup de Marvel et de... Je suis désolée, je parle beaucoup de Marvel. Oh mais qu'est-ce que t'as contre Stan Lee là? J'adore Marvel, respecte mais Marvel, on parle énormément de multivers justement avec Marvel ces dernières années parce qu'on est, ça y est, on est plus dans la saga de l'infini, on est dans la saga du multivers. Et Marvel ne fera jamais mieux. Enfin, autant le dire directement, désolé, mais Marvel ne fera jamais mieux que Everything Everywhere All at Once. C'est le film qu'il fallait faire sur le multivers. C'est incroyablement créatif. Donc ce personnage principal, je n'ai plus son nom, mais qui va... par un concours de circonstances, se retrouver à devoir régler ses problèmes familiaux en voyageant à travers tout le multivers et en découvrant donc toutes les autres vies parallèles qu'elle a. Le seul film où tu peux pleurer devant une conversation avec des cailloux. Je te promets. On va s'arrêter là 2 secondes avec des cailloux. Ce n'est pas une blague. Il y a une conversation avec des cailloux qui est incroyable. Mais c'est un délire complet et c'est comme ça que le multivers doit être utilisé quoi. Il y aura sûrement pas de films qui le feront aussi bien. L'action pareil chez les Daniels est tellement filmée d'une manière absolument incroyable. Et mine de rien ça peut s'apparenter quand même à un film qui est complètement blockbuster parce que il y a de l'action, il y a de la baston, il y a tout.
cet héritage à la fois des scènes d'action de Matrix, mais aussi du cinéma d'arts martiaux japonais. C'est un film qui ressemble beaucoup au film des Wachowski, comme du coup Matrix ou Speed Racer, où il y a plein de références à la pop culture qui se mélangent dans la manière de filmer l'action. Il est improbable et il est surtout créatif, et voir qu'il y a toujours en 2022 des films capables d'être aussi créatifs, de pousser le délire, un délire complètement loufoque aussi loin. Il y a 10 000 idées à la seconde, et des fois il y a une idée qui pop et comme l'idée des cailloux, et tu te dis putain mais c'est du génie quoi. Ce film est une dinguerie, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Ça va être dans le top je pense de énormément de gens, mais c'est vraiment un film qui est complètement unique, on verra probablement peut-être plus jamais ça. Pour passer un bon moment, il n'y a pas mieux que Everything Everywhere All at Once. Grosso modo, il y a novembre qu'il faudrait que vous alliez voir sur les attentats du 15 Je l'ai pas vu moi, je suis pas fan de Cédric Gimnez comme réalisateur. C'est les attentats du 15 novembre qui, je pense, ont marqué tout un pays entier. Et c'est un film à suspense qui, moi, déjà me faisait énormément peur, parce que moi, tout ce qui est les films un peu sur des événements comme ça peut vite me faire peur, et ça a été un film qui a été sous tension tout le long, mais ça a été très bien fait, très bien réalisé, et le casting est à son niveau qui est vraiment top, et je pense que c'est un film qu'il faut que vous alliez voir. C'est un très très bon film, et je pense que Pendant que moi je regardais le petit Nicolas. On passe, ça y est, là, à la deuxième position de ce top, avec Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. I'm not gonna forget you. Just like you're not gonna forget me. Gross. Roll sound. Roll camera A. Roll camera B. Mark it. Action. I'm coming that thing. C'est déjà Paul Thomas Anderson, c'est probablement un des meilleurs cinéastes, je trouve, qu'il y a encore en activité. Il a fait aussi, pour moi, son plus grand chef-d'œuvre qui est Magnolia. C'est un cinéaste déjà, moi, qui m'impressionne beaucoup, que je trouve c'est vraiment un cinéaste des fresques. Et c'est pareil avec Licorice Pizza. Licorice Pizza est une fresque d'une histoire d'amour entre deux adolescents, et c'est ce qui caractérise principalement le film. En fait, c'est un film qui est jeune, c'est un film qui est frais. J'ai eu l'impression en regardant Licorice Pizza, je l'ai vu 4 fois cette année quand même, donc pour dire que ça a été un énorme coup de cœur de cette année. L'impression que c'est un premier film en fait. J'ai l'impression que Paul Thomas Anderson a lâché toutes ses références de son enfance dans cette Amérique des années 70. Il y a une espèce de fièvre adolescente, de folie adolescente qui se dégage du film, qui moi me parle énormément, et le film parle aussi évidemment d'une histoire d'amour, mais qui est très décousue. Quand je dis que c'est un film fresque, c'est que on sait pas, l'histoire se passe sur un certain laps de temps et on sait pas du tout, on a l'impression à la fois que ça se passe sur quelques mois, et en même temps on a l'impression que plusieurs années s'écoulent. On sait pas trop. Il y a cette sensation d'être vraiment devant une fresque de vie en fait. C'est vraiment un morceau de vie de ces personnages qui sont interprétés brillamment par notamment Alana Haim dans le film, qui je trouve est absolument brillante. Il y a beaucoup de thématiques évidemment qui me parlent beaucoup de l'amour adolescent tout simplement, voilà. C'est un film qui, faut dire, est arrivé au bon moment dans ma vie, voilà. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans ma vidéo de début d'année, je vous invite à aller la voir. C'est pas un film qui parlera à tout le monde, je pense qu'il m'a touché énormément, il m'a vraiment touché, hein. C'est vraiment un film qui m'a... Ça a dégagé énormément d'émotions en moi, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu le besoin de le revoir 4 fois quand même. C'est pour ça que je le conseille peut-être pas autant que les autres films, parce que ça pourra certainement pas vous toucher autant que moi ça m'a touché, parce que voilà, je l'ai vraiment vu dans une période où j'étais en plein dans ce que dépeint le film, et c'est pour ça que ça m'a touché. Mais ça sera sûrement, enfin aussi il y a une question d'âge quoi, enfin voilà, j'ai bientôt 18 ans dans quelques jours, donc forcément ça me parle beaucoup plus que si c'est vu par un adulte, etc. Mais voilà, c'est très difficile encore une fois de mettre des mots sur le film. J'ai toujours une envie constante de le revoir. Je serais toujours fascinée par ce que fait Paul Thomas Anderson, la manière dont il dépeint ses histoires, la manière dont il dépeint ses personnages. Il y a quelque chose d'unique, je trouve, dans son cinéma qui est
qui touche vraiment au réel et à la sensation quoi. Et c'est pour ça que c'est indescriptible. Enfin voilà, Licorice Pizza c'est peut-être pas le film que je vous conseille le plus de la liste, mais en tout cas c'est un des films qui m'a le plus touché cette année, qui m'a le plus donné d'émotions et de éveiller le plus de choses en moi. Il y en a d'autres que je voudrais juste, deux autres que je voudrais vous parler. Bah, on les a vus tous les deux. On les a vus tous les deux au Festival d'Angoulême, c'est Le 6ème enfant et La Page Blanche avec une actrice que je ne connaissais pas française qui est Sarah Giraudot. En gros, Le 6ème enfant, c'est un jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, qui vont rencontrer un autre couple et il y a une histoire voilà, ça s'appelle du trafic, voilà. C'est interdit par la loi, ne faites pas ça. Et c'est ce dont parle le film. Voilà. Mais ça, voilà, ça a amené avec beaucoup d'humour, il était très drôle, moi j'ai beaucoup apprécié. Et ça a mis un contraste un peu avec La Page Blanche. On les a vus dans la même journée. Dans la même journée, c'était totalement l'opposé. La Page Blanche, c'est une histoire sur l'amnésie d'une jeune fille. Ouais. Et il y a toute une histoire qui se passe autour. Et c'est vraiment une comédie. Là pour le coup c'est une comédie. Et là où Le 6ème enfant c'est plutôt un film dramatique. Moi je trouve, pour être une personne qui travaille dans le milieu médical où les problèmes d'amnésie sont souvent traités avec beaucoup de mauvais regards, etc. Sarah Giraudot, elle a amené une subtilité et un humour dans La Page Blanche sur cette histoire d'amnésie qui moi je trouve a donné un espèce de baume au cœur. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec Annie Colère, avec Laure Calamy. Elle a amené vraiment de l'humour et moi j'ai trouvé que c'était deux films qui étaient totalement différents mais qui avaient tous les deux de l'humour et un peu de tristesse et franchement c'est dans mon top des films de 2022 parce que bah ils étaient ouais, ils sont super top. Après donc tous les films et les nombreux films dont on vous a parlé dans ce top, nous allons passer au numéro 1. Bon, est-ce que le suspense vraiment est à son comble? Je ne sais pas, puisqu'on va tout simplement revêtir nos lunettes 3D pour vous parler en première position d'Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. I'm a warrior like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Avatar, The Way of Water. Donc ouais, Avatar, la voix de l'eau, bah déjà peut-être commencer par Avatar, tout simplement, le premier du nom, est ressorti en salle en septembre, on est retourné le voir avec mes parents. Ça a été un vrai bonheur de le découvrir en salle, le redécouvrir en 3D aussi en salle. Ça m'a fait attendre encore plus le 2, à la fois parce que bah, c'est la suite d'Avatar quoi, et aussi parce que bah, c'est quand même le retour de James Cameron, qui est, du coup, son dernier film c'était Avatar. C'est un fou ce mec. Et c'est quand même un réalisateur, moi, qui m'impressionne, c'est un des plus grands réalisateurs de notre génération. Le fait qu'il fasse son retour en 2022, c'était très attendu. Ça a été grosse claque. Un succès. J'ai encore des frissons à en parler parce que bah, on l'a vu le vendredi de la première semaine et moi j'y suis retourné le voir hier. Parce que je crois que j'ai jamais eu autant le besoin l'envie de revoir un film et je peux dire que ça a été encore mieux au deuxième visionnage. Le film a des défauts, ça c'est autant peut-être commencer par là. Au niveau du scénario, c'est peut-être aussi un peu les mêmes retours que sur le premier Avatar. Voilà, il y a des faiblesses scénaristiques, ça c'est sûr. Je suis ressorti assez confus, je dirais, de mon premier visionnage. J'avais vraiment adoré le film, mais j'avais quand même quelques réserves. Et en me disant ouais il y a certains défauts et tout, et quand hier je suis sortie de la salle après le deuxième visionnage, je me suis dit que c'était un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. Au premier visionnage il y avait ce truc de forcément on attend quelque chose, on savait pas trop à quoi s'attendre, il y a la surprise etc, et forcément quand on le revoit on connaît l'histoire, et je me suis beaucoup plus laissé emporter au deuxième visionnage, et ça m'a tellement en ressortant de la salle impressionné le fait que je me rendais compte des défauts, mais qu'il y avait tellement une ampleur et un truc de grand spectacle vraiment impressionnant qui écrasait en fait tous les défauts ou les faiblesses scénaristiques que pouvait avoir le film. Je vais beaucoup parler du deuxième visionnage, mais c'est ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la sensation en fait constante, je trouve, qu'il y a d'être... t'as l'impression, tu sens que t'es devant un grand film en fait. Et j'étais dans la salle et je regardais le film, je me disais... qu'on était vraiment devant du vrai grand cinéma quoi, et c'était impressionnant, un tel mélange entre une action qui est absolument impressionnante
et un émerveillement constant du fait de ce monde, de Pandora, de l'eau. Le scénario est simple, et je pense qu'il faut faire une différence entre simple et simpliste, c'est-à-dire c'est simple, mais c'est ce qu'il faut, et c'est extrêmement efficace. On prenne ce temps d'émerveillement, c'est-à-dire au milieu il y a quand même une bonne heure de film où il se passe pas grand chose et où on est juste à explorer les fonds marins, où James Cameron ressort toute son obsession pour l'eau qu'il a dans tous ses films, que ce soit Titanic, que ce soit Abyss, etc. Cette heure d'émerveillement, moi dans les plongées sous-marines, ça m'a complètement impressionné. Et puis il y a aussi un climax qui dure 1 heure quoi. Un climax qui fait aussi référence évidemment à Titanic, enfin c'est vraiment un film pour moi qui est un peu la combinaison peut-être de tous les films de James Cameron, enfin en tout cas il s'auto-référence énormément dans le film. En plus, alors peut-être qu'on va être plus divisé sur le point, mais la 3D, moi je la trouve impressionnante. J'ai jamais été aussi immergée dans un film. Ce qui est aussi impressionnant moi avec Avatar, et justement avec ce truc de la 3D, parce que pour moi il faut le voir en 3D, extrêmement rare le film a autant envie que je reste dans le film. C'est rare les films où je pense t'oublies complètement que t'es dans une salle de cinéma, et ça m'a pas fait ça au premier visionnage, mais au deuxième visionnage, j'ai complètement oublié que j'étais dans une salle de cinéma, et c'était impressionnant quoi. Il y a très peu de films moi qui m'ont fait cet effet là, parce que même quand on regarde un film qui nous emporte, tu te tournes la tête et tu te dis ouais putain c'est vrai que je suis dans une salle de cinéma. Là je trouve que pendant 3 heures tu peux pas tourner les yeux, il y a tellement ce truc de fascination d'être complètement emporté par le film, enfin en tout cas plus au deuxième visionnage comme je le disais qu'au premier, que ouais, j'ai été complètement emporté par cette histoire, emporté par les visuels, parce que bah voilà, on n'a pas encore parlé, parce que je parle seul depuis 10 minutes, voilà, je m'emporte, mais visuellement c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, peut-être pas en termes de direction artistique, mais en termes d'effets spéciaux. James Cameron il a 15 ans d'avance, et je pense sincèrement que cette perfection et ce niveau d'effets spéciaux, ça sera la norme dans 10-15 ans peut-être à Hollywood, et il met une énorme claque à tous les films qui sont sortis depuis le premier Avatar, y a pas photo. Et je sais que c'est pas son défaut, mais c'est mon film préféré de l'année, et directement, pas après le premier visionnage, mais après le deuxième visionnage, un de mes films préférés tout simplement, et c'est dingue de dire ça alors que le film a qu'1 semaine, mais il y a vraiment pour moi cette sensation que j'ai vu un des plus grands films que je verrai dans ma vie. Enfin c'est gigantesque Avatar, la voix de l'eau, moi ça m'a complètement émerveillé, emporté, et voilà. Et j'ai trop dit de choses, du coup tu n'as plus rien à dire. T'as beaucoup parlé en fait. Ouais, j'ai beaucoup parlé, hein, j'ai dit beaucoup de choses. Non, enfin moi je suis d'accord sur beaucoup de choses. C'est vrai que Avatar c'est un film qui a été, je pense, attendu par beaucoup de monde. Alors 13 ans après un premier film, c'est très long déjà. Je sais que James Cameron il est connu pour avoir une espèce une niaque de vouloir faire un travail toujours aussi immense, ouais, et de toujours vouloir dépasser tout le monde. Je suis pas fan de la 3D, mais pour le coup là je vais être sur un gros oui, parce que moi je trouve qu'il a travaillé beaucoup de détails quand même en termes de décor tout le long du film. Moi j'avoue que j'étais assez impressionnée, il y a beaucoup de détails qu'on n'aurait pas vu avec la 2D. Après moi là où je suis quand même un peu déçue, c'est sur le scénario. Moi je m'attendais à un scénario un peu différent. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu été sur le premier en fait, et que quelques trucs ont changé, donc moi je suis un peu déçue là-dessus. Il est extrêmement bon et il faut aller le voir si vous pouvez, parce que franchement c'est une œuvre artistique à voir. Mais moi je suis un peu déçue sur le scénario, et j'ose espérer qu'il fera un travail encore mieux pour le 3 et le 4, et qu'en termes de scénario il nous présentera pas un truc aussi simple. C'est clair, moi je trouve qu'il y a des faiblesses, mais je trouve quand même le scénario, et il y a quand même, enfin on en a j'en ai pas parlé je crois, mais voilà, c'est un film sur la famille, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a les personnages, c'est surtout un film aussi centré sur les enfants de Jack et Neytiri, et je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce côté familial c'est pour ça aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je le préfère largement au premier, parce que je trouve que le scénario est quand même plus fort que le premier. Non, parce qu'il y a plus, je trouve qu'il y a plus d'émotions dans celui-là que dans le premier, et là où déjà j'étais emportée dans le premier, je trouve que rajouter l'émotion qui est simple, hein, enfin je veux dire quand tu vois les débuts des arcs des personnages qui commencent à se faire, c'est assez prévisible, tu sais comment l'arc du personnage va se terminer, et que j'étais vraiment très émue devant le film, beaucoup plus que devant le premier. En attendant, Avatar reste quand même notre film préféré de l'année. Il y a encore du recul à prendre pour ce film, et puis on a fini. Enfin voilà, putain, on a fini le top. Ouais.
Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en tout cas cette année, pour moi, grosse dinguerie en tout cas. Pour moi, l'année 2022, elle a un peu surpassé. Aussi, c'est la première. Il faut dire aussi, c'est la première année depuis le Covid où les salles sont ouvertes du 1er janvier au 31 décembre. On a plus l'impression d'avoir vécu une vraie année cinéma, et en tout cas, il y a eu tellement de belles choses cette année. C'est pour ça aussi que le top, moi je vous ai parlé de 16 films, enfin ça a été tellement compliqué d'enlever des films, et il y a plein d'autres films forcément dont j'aurais eu envie de vous parler, mais on peut pas parler de tout. Mais voilà, en tout cas moi je suis très contente cette année, et j'ai hâte qu'on se retrouve l'année prochaine. En tout cas nous on vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année, regardez des films, allez au cinéma l'année prochaine, et voilà, bonne fête tout simplement, plein de joie dans vos vies, et des bisous. Et ne mangez pas trop et ne buvez pas trop, l'alcool c'est mauvais pour la santé. Exactement. Attends, Merry Avatar Christmas est le meilleur film de l'année. Merry Christmas everybody.